Denis vient de mentionner le guide 2 en 1. Donc de mon côté, je souhaite vous dire comment nous est venue l'idée de ce guide. Depuis 2018, l'un des combats menés par notre association est l'ouverture à l'accompagnement des malades et à leurs proches. C'est pour nous une démarche essentielle pour offrir soutien et assistance aux personnes, c'est-à-dire femmes et hommes, confrontés à la maladie. Non pas dans l'esprit que ces personnes soient vulnérables, mais au contraire pour les soutenir sur le chemin d'une demande d'aide à bien mourir issue de leur propre réflexion. Au sein de notre commission, il y a des médecins libéraux et hospitaliers, généralistes ou spécialistes, mais aussi des infirmiers et des psychologues. Nous essayons ainsi de répondre le plus largement possible aux questions. Mais nous étions conscients que si d'un côté il y avait des personnes en demande, il y avait aussi des familles, des amis, brusquement confrontées à une maladie et à une volonté de mourir. Nous savons malheureusement que directives anticipées, maladies et morts sont des sujets trop rarement abordés en temps normal, contrairement à la politique, à la météo ou à la télé-réalité. Il était donc indispensable de rédiger un guide qui donnerait des pistes et des réponses, tant à la personne concernée par la maladie qu'à ses proches. Que ceux-ci, même si nous répondions déjà directement au quotidien à nombre d'appels ou de courriers. Un ouvrage complet de ce type, abordant la maladie et la mort sans tabou, n'existait pas dans l'Hexagone. Ce guide est donc le résultat d'un long travail à plusieurs mains et nous espérons qu'il vous aidera à réfléchir à la fin de vie. Déjà, en rédigeant vos directives anticipées et en nommant une personne de confiance pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ce guide est également destiné aux familles, car comment vont-elles réagir à la demande d'un époux, d'une sœur, d'un fils? L'acceptation est souvent précédée d'un refus, voire d'un déni, par celles et ceux qui entendent cette phrase « Je veux mourir ». Écouter et respecter. C'est aussi le message que le choix souhaite communiquer aux lecteurs de ce guide. Cet après-midi, composé de rencontres et d'échanges, confirme bien l'importance de l'accompagnement pour notre association, tant par les témoignages de personnes malades que par ceux d'enfants ayant accompagné un parent jusqu'à son dernier souffle. Tout comme nous aurons aussi un partage d'expériences et de pratiques d'accompagnement par des membres de la commission médicale. Voici déjà 3 extraits de témoignages de personnes qui ont été aidées par notre association. Enfin, la délivrance approche, toute cette souffrance inutile. Sans votre aide, je serais devenue une épave. Je n'avais plus de vie sociale, plus de dignité. C'était mon choix, celui de rester digne en confiant ma décision de quitter la vie à une amie et à ma fille. Une équipe m'a entendue et soutenue. J'arrive bientôt à la date fixée. J'ai une infinie reconnaissance pour les membres de votre association qui ont tellement facilité avec empathie et bienveillance mon parcours. Il y a 2 prises de parole, on va prendre 2 questions. Oui, c'est une question sur les personnes de confiance. Que pensez-vous de la désignation d'un ou conjointement de 2 de ces enfants comme personnes de confiance ? Bien, je pense qu'effectivement, certains vont nommer leurs 2 enfants pour ne pas faire d'histoire. Pourquoi moi et pourquoi pas mon frère, ou le contraire. Ça peut parfois être difficile au moment où éventuellement le rôle de personne de confiance devra être assumé par ses enfants, où il y aura une émotion. Il y aura la peine, l'inquiétude, moment où papa va peut-être décéder, et il y a une responsabilité qui pèse sur mes épaules. Donc moi, je suis... Alors effectivement, quand on peut prendre des personnes plus jeunes que nous, c'est une sécurité, même si elles peuvent se faire écraser par un autobus. Mais bon, globalement, je pense que prendre un membre de la famille, c'est une bonne chose, mais prendre aussi un ami ou une amie qui partage nos idées et qui, éventuellement, en cas de besoin, pourrait être un soutien pour l'autre personne de confiance qui a un lien affectif beaucoup plus fort avec moi. Je suis tout à fait d'accord avec Nathalie. Je voudrais juste rappeler une chose, c'est que la mort, c'est culpabilisant.
Donc c'est pas la peine d'en rajouter à proches qui sont déjà culpabilisés. Et moi j'ai tendance à dire, faites intervenir plutôt un ami, un voisin, enfin disons une personne à qui vous avez confiance, plutôt qu'une personne proche de la famille. Je crois qu'il y a l'autre question. Oui, seconde question. Si on a le besoin de cette assistance, est-ce qu'on passe par l'intermédiaire du choix citoyen en premier pour savoir à qui s'adresser, ou on passe par son médecin traitant en ne sachant pas s'il va avoir une réponse positive? Quel est le conseil? Le mieux, c'est que vous en parliez déjà à votre médecin traitant. C'est théoriquement la base de la relation. Et du reste, en Belgique aussi, ils souhaitent que le médecin traitant soit dans l'affaire, soit dans le contact. Je suis certain que le jour où la loi sera passée, qu'il n'y aura plus de pénalisation des médecins. Il ne faut pas oublier, les médecins ne sont pas plus courageux que les autres. Mais ils ont 2 épées de Damoclès sur la tête, la justice républicaine et puis le Conseil de l'ordre des médecins. Et du jour au lendemain, ils peuvent être suspendus. Ça n'encourage pas à s'engager dans un geste qui sera condamné. Donc, j'espère et je le pense qu'il y aura à peu près 60% des médecins qui, au bout de 3-4 ans après la loi, auront intégré l'aide active à mourir dans leurs soins. Donc, vous en parlez maintenant, mais vous en parlerez encore plus facilement dans quelques temps. Et puis sinon, non, vous pouvez vous adresser au médecin de la commission médicale, on reçoit en permanence. J'ai reçu deux cette semaine, c'est pour vous dire. Alors, il ne faut pas que ça tombe toujours sur les mêmes, parce que c'est un peu lourd. Donc, il faut demander les noms des médecins de la commission et puis s'adresser à eux. La première démarche, c'est d'appeler les 2 téléphones de contact. Et là, vous avez des personnes qui vous aiguillent. Voilà. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à Lille, on a un gros travail de fait là-dessus. Et c'est mon médecin traitant qui m'envoie les clients, j'allais dire. Et c'est moi qui ai mis en relation le choix avec les personnes qui ont demandé au médecin traitant de rencontrer quelqu'un de notre association. D'où, je demandais à Nathalie tout à l'heure, l'intérêt d'une formation quand même, parce que quand vous dites à votre médecin que vous êtes un militant de la cause, il saisit la balle au bon et il vous envoie 2 personnes. Et vous n'êtes pas forcément bien prêt. Si, parce que c'est quand même quelque chose d'important, madame, on ne peut pas faire ça n'importe comment. Mais ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, les médecins se retournent vers nous et ils demandent si on est d'accord d'aider la personne et éventuellement de l'accompagner avec lui. Et moi, mon premier réflexe, ça a été de prévenir notre présidente départementale et de me rapprocher de Bertrand Riff, médecin retraité de la commission médicale du Nord. Voilà. C'est ce que j'ai vécu. Oui, bonjour. Moi, je suis adhérente à l'association Mourir dans la dignité et je demande les liens, les interactions entre votre association et celle-ci. On a pris la décision d'aller ou en Suisse ou en Belgique. J'ai pas bien entendu là. Les relations avec la DMD. Nos relations ne sont pas mauvaises. Pour rappel, lorsque Jonathan Denis a été élu président, le jour même, nous lui avons adressé un message de félicitations. Et nous lui avons dit que ce serait peut-être bien de se rencontrer. À l'époque, Denis et moi étions coprésidents et nous avons passé 2 heures avec Jonathan, qui nous a dit que oui, ce serait bien de faire des informations, des actions ensemble. Depuis, quelques années se sont passées. Lorsque nous avons proposé quelque chose à la DMD, nous n'avons pas eu de réponse et nous avons vu que la DMD faisait des actions sans nous proposer d'y participer. Voilà. Je regrette aussi que la DMD n'ait pas envoyé le moindre mot de soutien à Bernard Senet, alors qu'elle a participé pendant plus de 15 ans à la DMD.
Et ça traduit quelque chose. Nous, on le regrette profondément. On a écrit un papier là récemment qui a été signé par des gens de la DMD et par nous. Mais d'une façon générale, nous avons X fois tendu la main et on est extrêmement déçus du résultat. Oui, je témoigne qu'il y a maintenant 3 semaines, à Poissy, il y a eu toute une conférence donc dans la salle Blanche de Castille de la DMD. Alors effectivement, c'est l'association qui s'appelle l'Université de Poissy qui a fait appel à la DMD pour intervenir. Mais effectivement, j'ai quand même mis un post, c'était sur Facebook, c'était un peu partout. J'ai quand même mis, parce qu'en plus, la mère l'a mis sur son post, enfin sur son profil aussi, la mère adjointe, enfin bon bref. Donc ça fait des grosses informations qui sont arrivées comme ça. Et moi, effectivement, j'ai dit, mais comment se fait-ce qu'il n'ait pas été appelé aussi le choix à venir, même à la limite ensemble, on peut avoir des vues différentes, on peut avoir les deux associations ensemble, ça pouvait être très enrichissant. Voilà, bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc apparemment, comme vous dites, je pense que la DMD fait son job dans son coin. Voilà, mais écoutez, au mois de janvier cette année, j'ai été invitée à participer au Parlement des étudiants de l'Université de Valence. Et un représentant de la DMD est venu du siège et nous avons donc tout un après-midi parlé avec des étudiants, nous avons informé, etc. etc. Et moi, je ne demande pas mieux, les uns les autres, nous ne demandons pas mieux que de faire des choses ensemble. Bon, mais on ne peut pas forcer les gens. Il y avait, enfin je vais aller très vite, mais il y avait un problème de fond tout de même. Ce n'est pas seulement un problème de forme. Il y avait une analyse qui n'était pas du tout la même en ce qui concerne, par exemple, la sédation profonde et continue. Où pendant longtemps, sur vos cartes d'ADMD, il y avait marqué que vous acceptiez la déshydratation, etc. Alors que pour nous, c'est un combat. Je crois qu'il y a des questions sur le chat. Oui, allez-y, on va peut-être écouter les questions du chat. Et puis, Est-ce que vous voulez qu'on se contente des questions ou des commentaires ? Ou les commentaires, on met les deux. allez-y. Des Bon. questions ? Alors, il y a un. Je mets les commentaires aussi ? Non. Alors, question. Quelle est la durée Oui, ça va. Quelle est la durée pour constituer un dossier et son aboutissement ? J'imagine que cette personne parle d'un dossier pour aller à l'étranger. Alors, tout dépend déjà de la situation, de l'avancée de la pathologie de la personne en question. Un dossier peut être constitué en 3 mois, comme il peut être constitué en 2 ans. Tout dépend aussi de la volonté de la personne. Il y a des gens qui, à partir du moment où ils vont avoir un premier contact avec un médecin en Belgique ou avec une association en Suisse, vont être rassurés et se dire « ça me donne du temps encore pour faire des choses ». Voilà. Mais bien évidemment, quelqu'un qui nous contacte en disant « je suis dans un état avancé de telle pathologie, je ne peux plus me déplacer et je voudrais bien être aidé à mourir », on ne peut pas envisager de monter un dossier où que ce soit. Il y en a une qui dit justement, selon mon expérience pour la Suisse, il faut 1 an pour l'acceptation définitive, cotisation annuelle à l'organisation suisse, puis la personne décide de la date de sa MVA de 1 an à 5 ans après leur oui. Alors là, effectivement, toute association suisse qui reçoit une demande d'une personne, quelle qu'elle soit, demande à ce que la personne adhère à l'association. Contrairement au choix qui répond souvent à des questions de personnes qui ne sont pas adhérentes. Mais bon, c'est comme ça. Alors là, effectivement, vous avez des gens qui vont adhérer à une association suisse qui ne sont pas malades, mais qui se disent, pour le jour où je prends une assurance, entre guillemets, et qui, effectivement, si jamais une pathologie arrive ou un problème, vont étoffer un dossier et peut-être un jour partir en Suisse. Quel est le coût de l'adhésion ? Alors, le coût de l'adhésion, en général, on va dire que ça tourne entre 50 et 100 euros.
Mais si on monte un dossier et que donc on va jusqu'à à l'aide médicale, enfin à l'aide à mourir, là, il faut compter, suivant les associations, entre 9 500 et 12 000 euros. Vous avez les pompes funèbres, désolé, mais il faut bien dire les choses comme elles sont. Vous avez les pompes funèbres qui sont inclus. Voilà. C'est comme ça, dans un pays où malheureusement nous n'avons toujours pas de loi. Il faut bien trouver des solutions à l'étranger. Oui. Je reviens sur la question de la DMD. J'ai adhéré à la DMD en 1982 et là j'ai été très déçu. Étant à Vendôme le 7 et 8 octobre, je me suis rendu à l'Assemblée Générale qui avait lieu au Mans, 70 km, le samedi. Donc ça s'est passé normalement et j'ai posé une question à Jonathan Denis, lui demandant comment ça se fait que l'ADMD, qui a eu dans ses rangs le docteur Bernard Senet, qui était un éminent représentant de l'ADMD, ne s'était pas manifesté, ne l'avait pas aidé dans les problèmes qu'il rencontre. Donc Jonathan est parti dans 10 minutes d'explication pour en arriver à dire, en somme, c'était un peu lié à Ultime Liberté, il y avait des choses illégales, alors bon, nous... on reste à l'écart. Voilà, donc ça m'a... Mais je dois vous dire qu'après mon intervention, il y a des membres même du CA qui sont venus me dire tu as eu raison de poser la question parce que nous aussi, on n'apprécie pas. Bon, la deuxième question est annulée. Il y en a une des troisième, questions, hein, pas de... Témoignage, ça remonte à l'année dernière au Salon des seniors. J'y allais parce que j'ai un petit colocataire. Et j'ai vu qu'il y avait un stand ADMD. Alors j'ai été voir. Et puis je me suis présenté. J'ai eu affaire à, je crois qu'il est vice-président, Johan Brossard. Type très intelligent. Et je lui ai dit que j'étais un accompagnant d'Ultime Liberté. Oh, c'est l'horreur. Mais ce sont des assassins. Et puis ils font n'importe quoi. Et puis en plus, ils sont dans l'illégalité. Alors là, ça m'a choqué un peu quand même parce que je pense qu'il y a pas mal de femmes ici en général. Bon, il me semble que les femmes qui se sont battues pour l'IVG étaient dans l'illégalité. Alors ça, entendre ce genre de réflexion, c'est absolument abominable. Et j'ajouterai une chose pour laquelle je suis extrêmement fier. Coluche disait « je suis fier comme un petit banc ». C'est que j'ai la chance de connaître la première personne qui a accompagné Simone de Beauvoir quand elle a fait son manifeste des 343 salopes. C'est Anne Zenaski. Et évidemment, on me l'a fait connaître parce que il se trouve que j'ai aidé une amie qui était au planning familial. Elle me l'a fait connaître. Et puis on s'est vu quelques fois. Et puis la dernière fois, c'est elle qui m'a appelé. Et on est devenus des amis très, très, très intimes. Elle a 90 ans, on n'y voit presque plus. Mais c'est une héroïne. Et j'en suis très, très fier. Voilà. Merci Jacques. Et tu la salueras de ma part parce que je l'ai connue aussi.